penses, le hachis parmentier, par exemple, j'aimais beaucoup le hachis parmentier. Oui, bon, Mais c'est des plats économiques oui, finalement. c'est de la purée avec Ben oui. de la viande Non, de mais canard. c'est ça. Alors, on a effectivement, alors les gens qui ont vécu, c'est le poids du passé. Bon, moi, pourtant, je suis pas dans une famille très. Les traditions. Je suis une famille quand même assez fortunée, mais enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont de l'argent et qui économisent sur la nourriture. Hein. Faut pas oublier ce point-là. Et parfois, il y a des gens qui disent mais comment ça se fait que vous servez des trucs comme par ça, vous n'avez pas les moyens. Ben, c'est comme ça, c'est le T'as des budget. réflexions de ce type. Comment Tu reçois des réflexions de ce type. Non, mais je veux dire que c'est parfois contradictoire. Parce que, paradoxalement, c'est des cuisines qui demandent beaucoup de temps, mais qui ne coûtent pas grand-chose avec les produits de départ. Et effectivement, on peut avoir la nostalgie. Moi, par exemple, quand je vais au MJLF, j'aime bien manger des tartes parce que j'en mangeais quand j'étais petit. Oui, bah, c'est bien. Voilà. Mais bon, mais en même temps, je me suis dit, Oui, mais mais tu veux pas la la tarte. nostalgie, Tu veux pas la tarte, tu vas mettre de la compote et le fruit par-dessus la compote pour que ce soit plus moelleux. Il y a aussi, mais tu as la tarte un peu sèche, la normande ou la pâte fine, cuite au four. En fait, il y a des choses. moi, je régresse un petit peu, c'est une sorte de fantasme comme ça, les parts de tarte. Bon, c'est amusant de faire ça. Ma mère, je la voyais faire ça aussi à un moment donné. Bon, mais C'est un peu de nostalgie. Et voilà, dans... c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'il plus le faut temps quand même, il passe, faut quand plus je même. vieillis, plus le temps passe. Et plus je vieillis, plus je mange simplement. Et je Oui, mange simplement. oui, Donc, quitte à acheter même des plats tout faits. Quoi. oui. Comme micro-ondes. Donc, prendre une casserole, aller faire cuire ci, faire cuire ça. Bah, moi, j'ai un autre système. Moi, j'ai acheté c'est des plaques chauffantes à double entrée. Oui. Et donc, j'achète du poulet ou de la viande, je les mets là-dedans et je les fais griller. Ah, c'est bien ça. Et voilà, moi je mange que comme ça. Donc Et tu te prépares à manger, toi. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, non mais Tu dis justement, ça. non, mais c'est ça qui est amusant, c'est que le restaurant, moi j'ai une théorie là-dessus. Le restaurant, c'est pour les pauvres au départ. C'est-à-dire que le restaurant, On appelle comment les intimes. Non, mais je veux dire que le restaurant, au début, c'était des gens qui pouvaient pas manger chez eux et qui n'avaient pas de logement. C'était presque fait pour les SDF, le restaurant. Et donc, effectivement, on leur donnait, on leur préparait des choses, et justement, d'où l'explication de ces produits du pauvre. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait nourrir un peuple comme ça qui n'avait pas tellement d'argent, avec peu de moyens, et donc ils venaient au restaurant pour manger comme ça. Et il y a aussi la fameuse histoire des restaurants autrefois, où les gens, il y avait 3 étages, et les gens mangeaient ce que les autres avaient laissé. C'était organisé comme ça aussi. C'est de même que les glaneurs. Même aujourd'hui, il y a des gens qui. Moi, j'ai glané. Hein. Oui, D'accord, donc quand ils avaient, comme je fini. disais, ils avaient ramassé, moissonné, quoi. Bah Quand oui. ils avaient moissonné, alors c'est sûr que les machines, ils n'avaient pas de moissonneuse-batteuse à Mais l'époque. non. Donc Il y avait des. il y avait des mecs qui travaillaient à la faux, ou ils travaillaient avec Oui, la donc faucheuse. il restait pas mal de choses. Donc il restait pas mal de choses, donc on ramassait. Tu parles de la période de De la Bretagne guerre, Oui, de oui, Bretagne. oui, c'est Donc ça. on glanait et on amassait tout dans un petit local et il y avait un vent, quoi. Tu sais, avant, on tournait la manivelle et les grains. Mais toi, tu n'as pas connu la période d'avant la guerre. Ah, pas en Bretagne. Mais Non. même en Ah France. bah, je suis né en 38, alors. Donc tu n'as pas connu. J'ai Non, connu mais à Paris un ça peu. serait intéressant de savoir comment s'est fait le décalage entre comment on mangeait avant la guerre et Non, pendant la guerre. j'ai pas de souvenir. Mais parce que ça serait intéressant Manger de de la voir. soupe. Hein. Et alors apparemment, c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir si les gens se sont dit ah ben Je savais qu'on tout petit, on mangeait du vermicelle. ouais, d'accord. Dans la soupe. Et après, il n'y avait plus de vermicelle, c'est ça? Non, mais après, il y avait les lettres. J'ai connu Oui, l'époque du vermicelle. on apprenait à lire avec le vermicelle. On apprenait à mettre dans son assiette, au fond, à aligner les lettres pour faire des mots. Oui, mais ça et ça n'était plus le cas pendant la guerre. Ah si, pendant la guerre, des lettres, il y avait Donc ça n'a pas changé ça. Ah ben non, mais sauf que maintenant, les parents n'apprennent plus à leurs enfants à lire. Mais on apprenait comme ça vraiment. Non, c'est ma nourrice. Moi aussi, je me souviens d'avoir demandé ça. Moi, je voulais écrire, papa, maman. Mm. Ah oui, on faisait comme ça avec les lettres. On essayait de trouver, de garder à la fin un peu de lettres. Mais l'histoire des topinambours et des rutabagas, ça te dit quelque chose? Ah oui, c'est quelque chose, mais j'aimais pas ça du tout. Donc, quand je voyais ça. Mais la rutabaga, il y avait un mépris. On n'appelait pas ça des rutabagas, on disait des rutao. D'accord. Le rutao, c'était rien que la prononciation te montre que. Oui, et puis toutes les formes de porridge, là, comme ça. Mais je trouve que les topinambours, c'est bon. Maintenant, j'en ai goûté, c'est pas Ah si bon, mauvais que d'accord. ça. Oui, oui. D'accord. C'est plus bien. Enfin, disons que ça a un goût qui est pas si mal.
Enfin, on est quand même, comme je disais au début de notre entretien, on est quand même dans des espèces de tensions entre différents niveaux de culture qui se entremêlent, qui s'entrechoquent comme ça. Ça bouge parce que c'est le temps qu'il faut, quoi. Alors, il faut mettre à table, il faut préparer à manger, donc il faut préparer à manger. Donc, faut faire des légumes, faire de la salade, faire des choses comme ça, qui soient agréables, qui ne soient pas trop caloriques. Donc faire de la cuisine, alors quand tu as des enfants et que tu as la pression, il faut 2-3 assiettes pour les enfants, donc tu as un volume t'as un volume relativement important quand tu as des enfants. Moi, j'ai une conception d'un nouveau type de restaurant où on mange uniquement des fruits et de la viande. C'est-à-dire que alors on ferait comme tu dis, c'est-à-dire qu'on achèterait des stocks de fruits, des stocks de viande, et puis on ferait des salades de fruits, et puis on ferait griller la viande, et puis voilà, il y aurait. Moi je suis pour une nourriture binaire comme ça, parce que les légumes, j'ai un procès contre les légumes, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est que les légumes, il faut les assaisonner, il faut les saler, il faut Non, les. non, bah ça les Enfin, généralement, il faut quand même les préparer. Tu mets un morceau de beurre. Oui, en tout cas, généralement, tu n'as qu'à regarder le principe des hors-d'œuvre, c'est qu'ils sont très souvent assaisonnés, on est d'accord là-dessus. Oui. Bon. Donc assaisonner, ça veut dire déjà tous ces éléments de gras qui sont rajoutés, ou mettre du sel. Par exemple, même manger une purée de pommes de terre sans sel, c'est assez insipide. C'est des produits, d'ailleurs, quand on est clair, tous ces produits, les pâtes, si on ne met pas quelque chose avec, c'est quasiment immangeable. Du pesto. Non, moi je suis moins pessimiste que toi. Toi, j'aime Non, bien. mais ils sont immangeables tels quels, ces produits. Oui. Moi je suis pour rajouter un petit peu de sel. De toute façon, on mange trop de sel. Ben voilà. En général, bon, faut à peine saler. Moi, Des morceaux de beurre. moi je vais développer ma propre philosophie. Pour moi, l'être humain doit être. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter des choses. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, dis-moi comment tu manges, je te dirai comment tu es. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend l'habitude, on prend n'importe quel plat et hop, on rajoute, on mélange. Déjà, l'idée même de mélange est un problème. On mélange des choses, on rajoute des trucs partout. Eh bien, on se demande comment la personne, sur le plan moral, sur le plan comportemental, si ça ne se joue pas aussi sur ce plan-là. Il y a l'interaction. À mon avis, c'est tout à fait, c'est ce que j'appelle l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, si quelqu'un a une philosophie où il doit être autonome, eh bien, il va aussi manger des produits qui sont capables de se défendre par eux-mêmes. Oui, je partage. Voilà. Et donc, c'est pas insignifiant. C'est parce que c'est un problème il y a une philosophie sous-jacente, et celui qui rajoute des trucs, eh ben, on se dit, mais alors vous, dans votre vie, votre façon de travailler, qu'est-ce que vous rajoutez? Moi, je dis un truc. Quoi. Je soigne des gens avec de l'eau salée, je leur fais. Alors, par exemple, quand ils ont une entorse, un peu d'œdème. Non, n'importe quoi. L'eau salée. Parce que dans le corps humain, la concentration de sel, c'est 9 grammes par litre. Ah, oui. C'est la concentration normale qui te donne une certaine pression. Si tu mets ton poignet ou ta cheville parce que tu as une entorse, une luxation, je leur fais mettre dans l'eau très chaude et je leur fais mettre 12 grammes par litre. Donc une concentration plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur du corps. Donc automatiquement, l'eau qui se trouve, l'œdème et l'eau qui se trouve à l'intérieur de... Ça va se résorber? Non, elle va sortir. Ah oui. Elle va sortir pour aller diluer. Oui. Elle va sortir pour aller diluer les constituants que tu as dans ta cuvette. Oui. Ça marche très bien. Les gens sont très soulagés. Moi, j'ai appris ça pendant la guerre. Quoi. Et les gens n'avaient pas de médicaments, donc ils se cognaient, ils avaient des hématomes. Alors, donc là, je voudrais t'interpeller qu'en tant que médecin. Le médecin, il a une vision un peu déformée de la vie. Parce qu'il ne rencontre que des gens qui sont malades. Oh non, mais moi, non, mais enfin, je veux dire il est là pour réparer. Oui, mais t'as ta propre expérience. Oui, il est réparateur. C'est comme un garagiste. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui. Oui, il remet. Bon, voilà. Donc, ils ont. Enfin, tu connais la fameuse histoire du docteur Knock, etc. Alors, donc, quelque part, ils ont quand même une vision très particulière de la nature humaine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne se rendent pas compte quand même que la grande majorité des gens n'ont pas besoin, ne tombent pas malades, n'ont pas besoin d'aller voir le médecin, ne se cassent pas la jambe, etc. Et ils ne voient cette humanité que par ce biais-là de la personne qui a une pathologie. Ben, les gens viennent le voir parce que les gens ne comprennent pas ou ils ne voient pas leur intérieur. Quoi. Tu ne vois pas l'attention intérieure que tu as. Tu ne vois pas ton cœur.
Oui, Donc, tu vas mais la te plupart, dresser. oui, mais alors là, on tombe dans la subconscience, effectivement. Le corps est de l'ordre de la subconscience. Les choses qui existent, on sait très bien que ça fonctionne, mais On ne sait pas comment. on sait pas comment. Et on Mais sait, en général, ça se passe pas trop mal. et on sait pas objectiver. Donc le médecin, il est pour expliquer aux gens comment ça marche, ne Oui, pas mais avoir en même temps, peur, ne pas être angoissé. oui, mais il est obligé de trouver des solutions qui sont des solutions d'exception. Oui, mais moi je fais des petits trucs simples, campagnards, qui sont d'exception. Oui, mais c'est quand même c'est pour c'est l'exception qui confirme la règle en quelque sorte. Ah bah, déjà, il faut que j'arrive à me convaincre que la personne n'est pas gravement malade. Bon, il y a dans les maladies, tu as des épisodes aigus, tu as des épisodes chroniques. Quoi. Donc le chronique, c'est la personne qui a déjà été explorée et tu sais qu'il faut l'aménager, qu'il faut lui redonner confiance. Quoi. De façon qu'elle ne tombe pas dans le psychosomatisme ni l'angoisse. Alors, cette vocation justement de médecin, comment est-ce que tu l'analyses? La mienne, Oui, ah bah, si tu veux, dans les campagnes, il n'y avait pas beaucoup de médecins. Il y avait un médecin qui était à 10 km, qui venait une fois tous les 6 mois dans le village parce que quelqu'un lui avait téléphoné. Les gens se soignaient tout seuls. Quoi. oui, Soignaient eux-mêmes. Quoi. oui, oui. Sauf cas exceptionnel. Bon. Voilà. Donc le médecin, ou alors on allait le voir à son cabinet, au En chef-lieu ville, de canton. oui. Au chef-lieu de canton. Et donc, Et moi d'abord, enfin, j'avais envie comme ça inconsciemment d'être notable. Voilà. Donc je voulais être un notable dans la cité. Donc c'est pour ça que j'ai longtemps voulu être instituteur, parce que je trouvais que l'instituteur était une secrétaire de mairie. oui. C'était le premier notable de la commune. Mhm. Et après, ça m'a passé. T'as pas voulu être avocat par hasard, non? Non, oui, parce que je parlais peut-être pas un français. J'étais pas forcément aisé pour. Ah oui. J'ai pas la parole facile. Ah Forcément. bon, d'accord. Donc, j'aurais pu l'être. Maintenant, je pourrais l'être. Mhm. Jamais trop tard. Et puis, comme ça, naturellement, j'étais quand même très bon au lycée en sciences naturelles. Sciences naturelles, c'est vrai. Donc j'adorais la reproduction des oursins, je savais tout ça, et quand j'avais passé mon bac, l'examinatrice, elle me demandait ça. Sciences sexe. Non, j'étais matheux. Ah bon, parce qu'il J'étais matheux, mais j'étais y très avait bon. la classe de sciences sexe. J'étais très bon, il y avait sciences sexe. Donc j'avais passé la reproduction des oursins à l'oral, elle m'a dit, il faut que vous fassiez médecine. Ah oui. Donc ça m'était resté. Mes parents à Paris, on ne savait pas, on était Montparnasse, on était pauvres. Hein. J'ai toujours été pauvre dans ma vie. Hein. On était pauvres, donc finalement le prof de physique il venait me voir, il allait inscris-toi en maths P. Donc j'ai pas besoin de réfléchir, d'aller m'inscrire à la fac de médecine, qui était un lieu pour moi Oui. que je ne connaissais pas, qui était loin. Donc ça reportait de 2 ans la scolarité dans le lycée. Enfin. Oui, de 2-3 ans, le Oui. maths Maths P. Voilà, donc on ne Alors, rentrait pas du tout de suite à la coup, fac. comme j'étais bon en maths, j'étais bon en physique, j'étais bon en sciences nat, mais j'étais très bon en sciences nat. Ouais. Et j'aurais pu faire médecine à ce moment-là. Puis j'avais vu André Soubirant, Ah, le docteur Soubiran, oui. le docteur Soubirant qui avait fait Les Hommes en Blanc. Quoi. Ouais. Et il y avait eu un film, c'était joué qui a été fait avec Jeanne Moreau, Oui. et puis Raymond Pellegrin. Ah, Raymond Pellegrin, oui. Je l'ai vu au cinéma. Alors, Tu ressembles un peu à Raymond Pellegrin d'ailleurs, oui, peut-être. physiquement. Ouais. Et, Un peu le même genre de personnage quand même. et en fait, je me souviens qu'il venait en 2 chevaux dans la cour des fermes avec des bottes, parce que les cours des fermes c'était mieux. Ça me plaisait, être payé avec un poulet, être Ah oui. dans le relationnel, ne pas être un commerçant. Quoi. Tu te voyais comme médecin de campagne en fait. Oui, parce que j'avais connu que la campagne. Je ne voyais pas médecin de ville. Ouais. Je n'avais pas encore lu Céline. Et après, donc j'ai fait de la physique. Bon, si tu veux me connaître, j'ai fait de la physique, très bien. J'ai rencontré Ivan Illich, qui était un moine médecin du Mexique. Ah oui. Il est venu faire une conférence à la fac. Et puis, moi, quand j'ai eu mon doctorat de physique, se posait la question. Alors j'ai voulu faire de l'océanographie. Avec le docteur Cousteau là. Non, mais voir la nouvelle Adélie, de la géophysique. Oui. Donc c'était un choix complet. J'avais une jeune mariée, 2 gosses. Donc j'ai attendu 2 ans et puis j'ai dit bon, je fais médecine. Je vois Ivan Illich et moi je fais médecine. Donc faut que je repasse tout PC et tout. Donc il faut tout faire de A à Z. Ouais. Bon, j'ai fait ce choix et ça me plaisait bien. De revenir étudiant, de me mettre au fond des amphis, oui. écouter, tu ne te fatigues pas, tu retiens tout spontanément, tu n'as pas perdu la tête. Ben oui. C'est vrai. Et c'était à quel âge ça? C'était déjà. Ah bah j'avais 34 30 ans, c'est ça. 34 ans, j'avais 34 ans.
Oui, c'est des moments où on peut être assez fier de soi. Parce qu'on a... Ouais, je suis fier de moi, mais quelque part, j'ai gêné les études de mes enfants. Ah oui, Parce que l'étudiant, c'était moi. Non, mais tu comprends. ils étaient adolescents. Oui, oui, donc les gosses, ils n'ont pas fait des bonnes études. Ils sont bien émerdés et tout, mais quelque part, je pense Ah que oui, je les ai gênés oui, en me substituant à eux. oui. C'est curieux. Hein. Donc j'en développe une certaine culpabilité. Alors pour terminer sur la question juive, voyons si on peut se dire, je ne sais pas ce que tu en parles dans ton bouquin là. Un peu, oui, j'ai mieux analysé maintenant. En quoi je suis juif, pourquoi je suis Alors juif. oui, donc on va revenir sur ce livre quand même qui a été l'occasion de notre rencontre, une enfance entre guerre et paix. Alors qu'est-ce que tu peux donner quelques lumières sur ce sujet on pourrait présenter en disant comment est-ce qu'on fabrique un juif. Comment Alors, on on peut le faire, parlait, oui. Oui, on peut le puisqu'on faire. parlait de cuisine, alors comment est-ce qu'on arrive à faire à préparer quelqu'un à la judéité? Bah, si tu veux, l'identité juive, c'est large. Donc on peut y mettre beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients. C'est une Donc, sorte de plat. Oui. non, mais bon, si tu peux être juif parce que tu es croyant. Mm. D'accord. Moi, je suis pas croyant. Donc je suis pas juif, il y a la Non, non, théologie, bien il y a la sûr, oui. croyance, je respecte les rabbins, donc ça c'est une chose. Bon, mais si tu veux, je suis plus proche du catholicisme que j'ai connu, je suis allé à la Messe, C'est vrai, oui. donc j'étais enfant de cœur, tout ça, donc j'ai connu la hiérarchie catholique. Donc je suis plus près de la théologie, hein. Et néanmoins, Et je suis resté toujours très près. Bon, alors, donc tu peux être juif, voyons, puisqu'on reprend le sujet, tu voilà. peux être juif via la théologie, Oui. la croyance en Dieu, la foi, les baptêmes. C'est pas mon cas. Non, c'est une autre façon de voir. Bon, alors tu peux être juif parce que la manière dont tes parents me parlaient, ma mère me parlait de la Pologne, du shtetl, du rabbin qui voyait, de la choule, elle avait des souvenirs de l'école. Oui. Ah oui, oui. Mais elle se rappelait autre chose, elle se rappelait que sa mère, elle avait une petite une maison comme la tienne, dans l'entrée, il y avait des étagères où il y avait des allumettes, des cigarettes, il y avait des épingles, des aiguilles, et les gens venaient. C'est la boutique où on trouvait un peu n'importe quoi. Mercerie, une sorte de... Oui, du fil. Et ça... Et donc elle me raconte tout ça, et puis elle me disait, on a parlé de mon grand-père, donc mon grand-père, voilà, qui était cordonnier, mais c'est un cordonnier spécial. Un safetier. À la med, comme on dit, tu sais, qui avait des pouvoirs, quoi. Ah oui. Des guérisseurs, quoi. C'était pas un guérisseur, mais Non, non, quand même. sur les chiens, on dit. C'était dans quelle région c'était? En Pologne, Pruszków, c'est. Parce que toi, tu as des origines aussi Polonaise. polonaises. Ah oui, mes parents étaient polonais, mes deux parents sont immigrés. C'est ça. Dans les 28. D'accord. D'où le nom de Sartène qui est un... Schwarzstein qui est. Voilà, qui est un... C'est ça. Et puis mon père, lui, mon grand-père paternel, on dit pas Bedon, quoi. Il aidait les gosses à l'école, il s'occupait de la synagogue. Quoi. Oui, une sorte d'huissier. Alors, je sais pas comment on dit, mais dans la religion catholique, on dit Bedon, quoi. Oui, je ne sais pas comment. Bon, donc mon grand-père paternel. Donc il y a effectivement, finalement, il y a une sorte de d'identité familiale, de lignée. Voilà, donc je suis juif parce que ma mère me disait, par le shtetl, par la manière dont ils ont été brimés, qu'ils ont été... Et alors, est-ce que ça a été transmis au niveau de la génération suivante? Ma fille, oui. Mais il n'y a que maintenant, depuis que j'ai fait le livre, par contre, les petits-enfants, ils ne veulent pas être juifs. Ah oui? Parce que moi, je suis en train de lire l'ouvrage de Jacques Attali, là, Dictionnaire amoureux du judaïsme. Il écrit. Ah, c'est bien, c'est un truc de mon travail. Oui. Il a écrit que même si lui, ça ne l'intéresse pas, il considère qu'il faut le transmettre à d'autres générations qui peut éventuellement. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma famille. Moi, je suis un pays très assimilé, mais à 19 ans, j'ai quand même émigré en Israël. Donc ça peut revenir ça peut sauter une génération. Oui, c'est bien ça, oui, c'est très bien. Oui, alors du coup, j'étais quand même, d'après ce que me disait ma mère, quand on est arrivé à Paris, j'étais en colonie de vacances avec le fonds d'action juif rue Hamelot, là, je sais pas si elle est là-bas, à Berck-Plage, au même droit. En 1952, à 3 semaines de colo gratuite à Berck-Plage. Oui. Donc là, j'étais dans une colonie juive. Paris-Plage. Berck-Plage, et il y avait 2-3 gamins qui étaient là, qui avaient mon âge, et qui faisaient partie de la Chamera de Saïa. Et j'avais vu qu'entre eux,
qu'entre eux, il y avait une certaine unité, une symbiose. Quoi. Et oui, c'est Ça ça. m'avait plu, quoi. C'est ça. Donc la chaleur et l'amitié Ouais. réciproque dont ils jouissaient me plaisait. Donc je suis rentré, octobre 54, je suis rentré à la Chambre. Donc c'est un peu subconscient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça veut dire que quand on met des juifs ensemble, même s'ils ne sont pas pratiquants ou ceci, il y a une forme de. Il y a quelque chose qui se passe quand Oui, même. ce qui se passe. Oui. Donc il y avait. Voilà, donc j'ai entendu parler d'Israël là, quoi, en octobre 52. C'était 14 ans. oui, j'y allais tous les il y avait mercredi et dimanche, il y avait le local qui avait de Saint-Onge, j'en avais deux à Paris, de Saint-Onge et rue de la Victoire. Oui, la Victoire, j'ai connu celui-là. Oui, la Victoire. La rue de Saint-Onge, plus doux, plus gentil. Voilà, donc je suis allé dans tous les camps, je suis allé en Suisse, à Brigue, en décembre 52. Sociabilité juive. Ouais, ça c'est ce que j'ai trouvé pour moi comme recherche. Et j'étais pas sioniste vraiment. Mais après, plus tard, il a fallu dire je suis semi, je vais me préparer. C'est comme le judaïsme laïque. Moi, j'ai bien connu le judaïsme laïque. Finalement, les gens ne sont pas religieux, ne sont pas ceci, mais ils aiment bien se rencontrer quand même. Ils vont servir dans Lazare, ils y parlent du. Mais ça montre bien que la religion n'est pas fondamentale. Pas forcément le lien majeur pour les juifs. C'est peut-être plus une conséquence qu'une cause. Exactement. Et donc ça te ramène, alors j'avais une question un peu délicate, ça te ramène alors qu'est-ce que c'est qu'être juif? C'est l'appartenance à une race, l'appartenance à une religion? Non, même si on est brun. Non mais ça appartient c'est quoi appartient à toi qui es scientifique, ça appartient à quelle catégorie? Quelle catégorie de connaissances? C'est parce que moi on m'a montré du doigt, juif, que je me batte à la fin. C'est l'antisémitisme qui m'a amené à être juif. Oui, ça c'est aussi notre oui, c'est ce que disait Jean-Paul Sartre. Mais je veux dire que toi, moi je m'adresse là à l'homme de science, à quelle catégorie? Parce que prenons le problème de ce qui se passe en France actuellement, en rapport avec les rapports entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, etc. On met ça sur le plan du religieux. En réalité, c'est pas forcément religieux. Alors les gens ne parlent du religieux que parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a des tabous sur les autres mots. Alors ils sont obligés, ils ramènent toujours au religieux parce que c'est le seul domaine où on peut parler. Dire de quelqu'un qui est juif, j'aime pas entendre ce mot. J'aime pas qu'on me dise tu es juif. Ah bon? Je vais pas te le dire. Non mais si, mais si, écoute. Non mais effectivement, mais. Quand les gens se présentent et disent moi je suis juif, non. Je veux pas qu'on se présente en tant que juif. D'accord. Sauf si on est vraiment religieux. Mais on a dit. Alors donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce d'informulé. Il y a un informulé. D'ailleurs, je crois que c'est Yankelevitch qui parlait qui disait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas formuler, un je ne sais quoi. Voilà. Donc en fin de compte, on est là dans on a des problèmes à résoudre au niveau de la société française et on ne sait pas comment les présenter parce que le biais religieux c'est le seul qui soit permis d'aborder. Donc au lieu d'aborder la question des musulmans en France, alors on va dire l'islam, au lieu de se demander si ça vient du problème de l'origine culturelle, le Maghreb, le monde arabe, etc., on voudrait que tout s'explique par l'islam et par le Coran. Mais parce qu'on n'a pas les catégories, c'est ça le problème. Si tu veux, c'est fin, c'est une notion socio-psychologique. Ouais. Non mais moi je me suis aperçu qu'on était piégé par ça. On ne parle on prend un certain angle parce que c'est le seul angle qu'on vous laisse prendre. Et maintenant, on est obligé de rentrer dans des grandes discussions sur la théologie musulmane, alors qu'en fin de compte, il y a des raisons. Il y a d'autres raisons qui sont linguistiques, qui sont sociologiques, qui sont géographiques, qui sont historiques. Qui sont l'éducation de tes parents, ce que tu as vécu avec tes parents, la manière dont tes parents parlaient. Ma mère était vachement discrète. Il n'y avait pas de juif passé par là. Et je vois que moi, je suis ouvert, je sais pas. J'ai même mis dans mon cabinet une grande affiche sur le livre enfant juif, donc j'ai pas peur de dire que je suis juif. J'ai pas peur de l'afficher dans mon cabinet de médecin. Ah oui, quand même, oui. Et mon frère aîné, lui. Daniel. Non, c'est mon deux, c'est le grand. Le grand frère. Sa femme était institutrice. Vous étiez dans le même village oui, en Bretagne? Mon frère aîné, oui. Oui. Daniel était. Ah oui, c'est ça. Lui, oui, voilà, tu en parles de. Il y en a un qui arrive plus tard, oui, c'est ça. Et mon frère aîné a peur du mot juif. Il a eu un fils, il l'a pas fait circoncire. Le mot juif était banni à la maison. Sa femme était institutrice, elle avait peur qu'il y ait le retentissement à l'école.
Donc mon frère, il vit dans l'angoisse qu'on puisse dire il est juif. Ah, c'est à ce point-là. Mais toi, tu as échappé à ça. Oui, moi je suis libre, je peux me le filer dans la rue si Alors, il y a aussi une chose qui est assez curieuse à propos justement de cette grégarité juive, c'est qu'avec les menaces qui planent actuellement sur le fait que les synagogues sont des cibles privilégiées, on a un véritable problème de conscience. Parce que l'autre jour, il y avait une il faut discussion. les supprimer les flics. Non, maintenant, ils sont revenus. Ils sont revenus là, les Oui. flics à l'entrée de la Non, ils synagogue. avaient disparu une semaine. Ils avaient disparu une semaine, on ne sait pas pourquoi. La semaine, vendredi dernier, il n'y avait pas de flics et même, il n'y avait même pas de contrôle à l'entrée. C'était complètement. Mais toi, tu vas à l'office, toi, Oui. de base. Mais ils avaient disparu, les soldats avaient disparu. Ben, ils sont réapparus hier. Il y avait eu probablement un malentendu, personne n'avait. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'autre jour, j'ai assisté à une réunion d'urgence du MGLF au début janvier. Qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Alors maintenant, ils prévoient des cours de self-défense, etc. Ils disaient, mais qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus les soldats? Alors, les gens, voilà, il n'y aura plus qu'à. Et en fin de compte, c'est vrai que la réaction la plus logique, ce serait de dire, ben, on ne va plus à la synagogue, d'une certaine manière. Ben, si, parce que si on est exposé en tant que juif en allant à la synagogue, on sait très bien, nous juifs, que si on n'y va pas, on est moins exposé. Il y a là un dilemme. Ouais, mais c'est comme dit, conduire sa voiture sur l'autoroute, c'est dangereux. Non, mais, maintenant, je conduis ma voiture. Enfin, en tout cas, les juifs, ils peuvent très bien. Alors, n'est-ce pas, il y a deux endroits où on est particulièrement exposé, justement. C'est pour ça que cette notion de grégarité que tu as mis sur le tapis est intéressante. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on est bien entre juifs, mais c'est là aussi qu'on est les plus exposés, que ce soit en Israël ou dans les synagogues. Non, mais moi j'aime bien le centre. Là, j'y suis allé 2 fois. Si je pouvais, j'irais plus souvent. D'accord. Mais parce que les gens sont beaux, les gens te regardent avec le sourire, les gens sont chaleureux. On sent qu'il y a de l'humanisme, il y a de l'humanisme à travers. On respire l'humanisme. Oui, mais ils ont quand même cette hantise d'être des cibles privilégiées. Voilà, donc pour moi, être juif, ouais, c'est être humaniste. Et puis, À la limite, il vaut mieux il vaut mieux mourir entre juifs que d'être tout seul, quoi. Après, je veux dire, il vaut mieux courir le risque d'être tué parce qu'on est avec d'autres juifs que de ne pas être tué et de mourir tout seul dans son coin. là, j'ai trouvé des femmes là-haut, il y en a 2, 3 là, qui servent. Toi, tu parles de. Ah oui. Du centre. Oui, oui. Ouais, ça me plaît. Oui, bah, c'est important. Donc il y a de la chaleur, il y a une chaleur. Mais n'empêche que le problème s'est posé. Maintenant, avec la situation telle qu'elle se présente, est-ce qu'on ne doit pas renoncer à ce genre de choses? Il faut mettre des caméras et puis des codes pour entrer dans les pièces. Il faut mettre des caméras et des codes. Mettre des flics qui regardent. Alors j'ai une dernière question que j'aimerais voir ce que tu en penses. C'est la question de la place de la langue hébraïque dans la vie juive. Et là on parlait de la cache-route. Alors est-ce que parce qu'on a l'impression que là Oscar, le MGLF le montre bien, il ne peut pas se passer de l'hébreu. Hein, l'hébreu doit être. Alors on ne sait pas si. Alors, apparemment la plupart des gens ne parlent pas l'hébreu, mais ils l'utilisent et puis ils reconnaissent les caractères, les alphabets. Mais est-ce que c'est aussi une condition indispensable à la vie moi, j'ai juive, trouvé. la cache-route et l'hébreu? Parce que Moi, c'est les deux grands trucs. Pour la cache-route, moi j'avais toujours appris on mangeait breton, on mangeait à la maison, on mangeait de la viande, on mangeait du jambon. Il y a aussi le mélange du lait et de la viande. Oui, bon, je pense que c'est pas la tête à réfléchir. Bon, alors maintenant, par passons contre, la langue, ma mère parlait yiddish, et c'est vrai que quand j'étais un peu petit, je voulais pas m'entendre parler yiddish. Je pense que le yiddish est une langue aussi juive que l'hébreu, même plus. Oui, c'est ça. Bah, c'est intéressant. Elle a plus de base Voilà, c'est ça. et sociétale. D'accord. Le mot c'est sociétal. D'accord. Et puis au fur et à mesure que les juifs reculaient, allaient vers l'est, la langue se chargeait de mots slaves. Voilà, c'est ça. Parce que le yiddish a commencé presque en Alsace à la limite, et puis il a refoulé vers l'est. Le Württemberg, la Flandre. C'est une langue rhénane au départ. Oui. Bon, alors du coup, moi j'ai toujours regretté de ne pas connaître le yiddish et d'avoir dit à ma mère non, que quand j'ai eu 60 ans, ma première femme est décédée, donc je suis allé à l'école rue Boulanger, le MEDEM. Oui, rue René Boulanger, près de la République. Et je suis resté. Et j'ai appris l'idée. Tu as été un pilier de la rue René Boulanger Pilier peut-être pas, mais je suis pas resté assez longtemps. Mais ça me plaisait. Je faisais comme un gosse à l'école. Mais tu avais des bases quand même de yiddish? Non, j'avais. On vous a appris le début. Ah, j'ai tout appris l'alphabet, les mots, dit, dernas. C'est le même alphabet que l'alphabet hébreu. Oui. Donc j'ai appris à lire.
Je savais très bien lire. Donc tu as eu plusieurs fois dans ta vie, tu t'es remis en scolarité. Oui. À 35 ans, tu as Oui. fini avec la médecine, et à 60 ans, tu t'es remis sur les bancs de Oui. l'école. Ça me plaisait, alors ça me plaisait énormément. Bon, j'ai rencontré une petite nana là-bas, tout. Donc j'étais motivé. Bah oui, c'est quand même. Oui, Et je suis retourné, je suis allé en Israël. Je suis allé en Israël pour. Donc j'ai mieux compris Israël à deux oui. que tout seul. Mais l'hébreu, ce n'est pas vraiment Et alors, amorcé. et après, je me suis dit, la troisième année, je vais apprendre l'hébreu. Oui. Et ça s'est pas fait? Alors à la fac, là, à la Sorbonne, ils avaient créé un certificat. Tu parles de Paris 8? Bah, la Sorbonne, je ne sais plus lequel. Parce que Donc, la Sorbonne, il y c'est avait, Paris il y 3, avait Paris des 8 ou donc, les Hanzo. on t'enseignait donc le cinéma juif, quoi, cinéma, théâtre et langue. Oui. C'était à Vincennes, c'était Non, où? non, c'était à Paris. À Paris-Sorbonne, d'accord. Oui. Et ça me plaisait, j'avais mon livre d'hébreu. Donc comme je connaissais déjà l'Yiddish, que je savais lire le Yiddish, j'ai su lire l'hébreu tout de suite. Ah bah ça c'est certain, oui. C'est déjà pas mal. Connaître l'hébreu Et puis ce qui à me travers le plaisait, c'est yiddish, c'est assez. la symbolique des nombres. Tu connais mieux que moi, tu sais tout ce que ça veut dire. Quoi. Oui. Alors après, donc, tant que j'étais à la fac, que j'avais un peu de temps de libre, j'ai pu continuer. Mais après, quand je suis devenu, j'ai monté une galerie de peinture et après j'ai fait un cabinet de médecin. Donc j'avais plus ces libertés temporelles. Quoi. Oui. Alors, oui, on a vu donc la question, donc comment devient-on juif, comment se prépare-t-on à être juif? Il y a beaucoup de, il y a des choses qui sont pas très scientifiques, qui sont pas très structurées. Moi, je crois il y a parfois des catégories qui manquent. Je pense qu'il y a des catégories qui manquent. Pour répondre à une dernière question, Oui, vas-y. quelle est la raison d'être des Juifs? Est-ce que les Juifs ont un rôle à jouer dans le monde? En tant que juif, Bah, est-ce que les Juifs ont un rôle à jouer dans le monde? comme les autres. Comme les autres. Simplement, ils étaient beaux. Tu avais une partie de la bourgeoisie allemande. La bourgeoisie allemande, elle était juive. La bourgeoisie. Il y a eu beaucoup d'immigration dans le cinéma, dans le théâtre, Mhm. vers les États-Unis. Ouais. Dans la musique, c'est pareil. Quoi. Donc, tu avais un talent, mais c'était le talent de l'Europe centrale que tu as retrouvé à Hollywood et que tu as retrouvé dans les Ah années oui. 30, 40, 50. Quoi. Donc Donc, tu es très fier quand même d'appartenir à cette mouvance ashkénaze qui a quand même apporté pas oui, mal oui, d'éléments oui, intéressants au monde. je suis fier, fier. Ça peut-être pas le bon D'ailleurs, mot. parce que je crois que par exemple, excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai l'impression que pour un petit juif, le fait de savoir qu'il y a eu des grands personnages juifs, c'est quand même un élément de motivation. Oui, c'est. On se dit, mais pourquoi je n'y arriverais pas moi aussi? Si tu veux, si tu veux, si tu veux. C'est peut-être sur ça qui aide quelque C'est des part, modèles. c'est des modèles. On se Des dit, mais modèles après en tout, je avant. suis comme eux, pourquoi je ne ferais pas comme Mais je eux? me le dis moi-même, quoi. Tu sais, j'étais un bon chercheur scientifique, j'étais un docteur en sciences physiques, c'est pas n'importe quoi. Toi, j'ai voulu changer, docteur en médecine, j'ai fait des recherches, des conférences en Amérique. Donc, plus j'en ai fait, plus je me trouvais jeune, beau, intelligent, et plus j'en voulais, quoi. Donc, c'est une espèce. Et en fait, toi, regarde, pour parler. Aujourd'hui, je viens, bon, on n'a rien préparé, c'est toi qui sais tout, toi qui me poses des questions. Mais je suis vachement content d'être venu parce que moi, de parler librement, ouvertement, c'est comme si je faisais une psychothérapie permanente. Quoi. D'accord. Donc, de parler avec des patients, je pense que ça m'aide. Mm. Je suis content de les aider, je suis content de réfléchir. Et en général, je ne mets pas 3 jours, je ne vais pas dans les livres pour trouver des solutions. Ça vient très bien comme l'eau Alors, il y a une salée. dernière question qui est sous-jacente aussi à la fréquentation des milieux juifs, c'est la place de la femme. Alors, est-ce que ça te choque qu'il y ait des femmes rabbins? Est-ce que ça te... Non, hein, pas du tout. Et est-ce que pour toi, est-ce que pour toi, alors, il y a tout, quand on est juif, quand même, on a un problème on a quelque chose par rapport à ça. Est-ce que toi, en tant que juif, tu réfléchis sur le rôle de la femme, sur l'avenir de la femme? Est-ce que les femmes et les hommes, c'est la même chose, etc. Non, mais l'homme et la femme, ça n'a jamais été la même chose. Pas du tout du fait des relations sexuelles
sexe différent, quoi. Hein. Oui. Non, Alors, qu'est-ce que tu as à mais dire alors, sur je ce pense que sujet? c'est jusqu'à présent, jusqu'à 10 ans, 10, 20 ans en arrière, bon, le sexe dominant, d'accord, avait une place privilégiée dans la société, quoi. C'était un maître, quoi. Hmm. Bon, maintenant, plus on arrive, bon, les femmes commentent, quoi. Les femmes sont libérées et en plus, elles exercent le pouvoir parce qu'elles savent faire le ménage, elles savent faire la cuisine, elles dirigent, elles elles ordonnent, c'est elles qui Sur font. manette. Oui. Donc, Oui. donc Bon, alors, oui, mais oui. Mais malgré tout, par exemple, bon, par exemple, quand on pense qu'on est quand même les Juifs sont une très petite minorité, alors que les femmes sont quand même très nombreuses dans le monde. On a l'impression que l'apport des Juifs à l'histoire de l'humanité, et même du XXe siècle, est plus important que l'apport de toutes les femmes réunies, qui sont la moitié de l'humanité. d'accord. Donc c'est quand même, ça veut dire que quelque part, les femmes ne jouent pas le même rôle dans notre monde que les hommes. Non. Les hommes sont peut-être plus faits pour être des individualités fortes, Les guerriers, et les femmes sont plus dans dans le social, les dans le ouvrières, c'est les collectif. abeilles. Oui, c'est ça. C'est un petit peu une sorte de phénomène collectif, de masse, etc. Elles répandent les Et choses. n'oublions pas que Et moi, j'ai employé une expression un petit la peu reine choc. est féminin. Moi, j'ai employé une expression un peu amusante pour résumer ma pensée sur ce sujet. Les hommes sont dans le savoir-faire et les femmes dans le faire-savoir. Oui, ça c'est vrai C'est-à-dire aussi. que, quelque part, ce sont les hommes qui créent vraiment l'événement sur le plan Parce qu'ils ont de le la pouvoir. création. Parce qu'ils ont le pouvoir Et, politique. et par contre, les femmes peuvent développer, prolonger, faire connaître, Diffuser, oui, diffuser. diffuser. Elles ont la parole. Oui. Mais si on les laissait faire, la société stagnerait. C'est-à-dire qu'on resterait sur des anciens consensus. Il faut toujours qu'il y ait des hommes qui aillent de l'avant Moi, je pour suis faire d'accord. bouger les choses, pour avancer, parce qu'autrement, on se contenterait des solutions Puis on le voit d'antan. bien dans l'expression orale, quoi, si tu veux. Les femmes utilisent beaucoup d'euphémismes. Ah bon, d'accord, j'avais pas remarqué. Que tu vas remarquer. Oui, mais je vais, oui, bien sûr. Donc, par exemple, si je téléphone à ma femme, je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? On dort bien. Elle va me répondre. Elle va pas me dire toi aussi, mon cher. Elle va dire toi aussi. Donc, elle va utiliser des mots. Par exemple, une femme, elle va jamais te dire. Elle fait écho. Elle va pas te dire tu es vieux. Elle va te dire tu es un peu moins jeune. Quoi. Oui, Elle utilise plutôt des mots, si tu veux, légers, qui veulent pas blesser. Elles sont oui. plus dans une espèce Oui, oui, elles ont c'est un... Oui, c'est ça. Mais en même temps, à partir de ce moment-là, parfois, à force de ne pas vouloir choquer, de ne pas vouloir blesser, elles voilà, n'arrivent pas exactement. à faire des avancées importantes Et elles au sont, niveau de du l'action. coup, elles manquent d'honnêteté intellectuelle. Oui, C'est ce que je reproche le plus. pas mal, oui. Il y a un manque d'honnêteté intellectuelle, parce qu'on leur a peut-être pas appris quand elles étaient petites à parler à la maison, parler à table comme les garçons. Quoi, je Il sais faut pas. aussi arriver, c'est un impératif de maintenir une espèce de cohésion, quitte à sacrifier Et je vois ma fille, la je vois spécificité ma fille qui a de la 52 réflexion. ans. Ma fille, elle a attendu 50 ans pour parler. Quoi. Mhm. Ma fille. C'est vrai. Oui, bah, elle parle, mais maintenant, je trouve que maintenant, cette année, depuis 6 mois, Et qu'est-ce qui s'est passé? ben Je sais rien, je ne sais pas. pas si c'est le livre ou elle s'est mise à faire un peu de théâtre. C'est une Ou elle nouvelle fait un peu de... fille. Oui, c'est tout à fait une nouvelle fille. C'est pas la rencontre, c'est comme ça que c'est merveilleux, ça, oui. Ouais. Mais alors là, tu dis le contraire. Tu dis qu'elles sont. Alors Elle se réveille. elle a pas, elle avait un problème de. Ah non, mais pas de problème, mais je la trouvais un peu passive, tu vois, Hmm. pas engagée, enfin, alors que politiquement, bon, tout. Parce que je sais pas qui rappelait que Attali le disait justement. Il disait qu'il y a quand même un tiers des prix Nobel décernés au XXe siècle qui sont avec des juifs. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. C'est extraordinaire. Et ça, c'est Non, quand mais ça, même. c'est lié aux familles. Dans les familles juives, même quand on était assez pauvres, si tu veux, il y Oui. avait un respect de la musique, il y avait un respect. C'est le père qui avait du savoir et il le Ouais. transmettait. Le père ne bossait pas, quoi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter Non, là mais pour tu vois, l'instant. on a des idées très proches. Hein. On a